Je suis né dans un quartier qui s'appelle l'Ariane, c'est un quartier populaire. Donc j'ai vécu en ville pendant 15 années de ma vie. Après mes parents, on a déménagé dans un endroit rural. C'est plus dortoir il n'y avait pas trop de vie, à part la jeunesse, quoi. Les gens de mon âge, on était pas mal dehors, mais il n'y avait pas d'infrastructure pour nous les jeunes, quoi. Il y avait pas grand-chose. J'ai commencé à travailler à 16 ans en apprentissage en mécanique. Et après, j'ai fait pas mal d'intérim. J'ai bougé de poste en tant que salarié à poste. J'ai changé de métier. J'ai travaillé un peu sur des bateaux. J'ai travaillé sur des falaises, tout ce qui est en fait, ce qu'on appelle cordiste, tous les accès difficiles. Et le salariat, ça me convenait pas du tout. J'étais bien dans une entreprise pendant 3 semaines. Après, j'étais saoulé. Enfin, la routine me convenait pas du tout. Et je suis venu ici dans la baie de la Roya. Et moi j'avais donc 18 ans, 18-20 ans. Et je savais même pas que ça existait vraiment, quoi. Enfin, que c'était possible de vivre comme ça, à une demi-heure de marche, en vivant en autonomie alimentaire, avec une alternative de vie. Et moi, je me suis dit, bon, enfin, pour moi, je trouvais que ça me convenait pas à 100%, mais j'avais besoin quand même de recréer ce même format pour pouvoir me reposer entre deux boulots. Et c'est pour ça que j'ai acheté ici. Donc ici, c'est une campagne d'oliviers. C'est des oliviers qui ont 200 ans, je dirais, par là. Et, euh, et donc à la base, c'était une forêt. Et là, ils ont tout terrassé. Donc c'est des restanques, ce qu'on appelle des restanques, avec des murs en pierre sèche ou des talus. Et le paysage a été complètement modifié par l'homme. Donc c'est une monoculture, mais qui bizarrement s'intègre vachement dans le paysage, je trouve, et qui c'est pas choquant. Tu vois, là, on est l'impression d'être dans une forêt, mais tout a été façonné par l'homme. Et c'est à une époque où l'homme avait un espoir sur l'agriculture, et l'olivier, en fait, ce qu'il y avait de miraculeux, on parle souvent de l'olivier, l'arbre immortel, etc. C'est qu'on pouvait le planter sans qu'il y ait d'eau, et on plante ça pour les générations futures parce que c'est increvable. Et surtout, c'est un fruit qui s'enflamme, quoi. C'est de l'huile, et c'est quand même assez magique, quoi. On s'habitue à l'huile, mais c'est quand même, ça graisse les engrenages, c'est bourré de lipides, ça s'enflamme, donc ça éclaire. C'est un peu l'arbre magique qui est arrivé là. Et les gens ont vachement cru en cet arbre-là. Ils n'auraient pas dû, parce que personne s'en est vraiment servi, hein. Donc ils ont planté, et ça a été laissé à l'abandon pendant très longtemps. Et du coup, j'ai trouvé ce refuge-là. J'ai acheté ce terrain pas cher du tout. On a 1 500 € à l'époque. Et j'ai commencé à y travailler, à venir les week-ends, les vacances. Et je continuais à travailler en ville pour faire de l'argent, pour payer les outils, pour payer les travaux d'ici. Et jusqu'au jour où j'en ai eu marre, j'ai abandonné le monde du salariat, et je suis venu ici euh, de façon constante, quoi. Et j'ai commencé à travailler un peu au black pour me dépanner financièrement. Et je suis devenu paysan malgré moi, sans l'avoir vraiment comme projet, quoi. Et ça s'est fait petit à petit, en prenant ces oliviers, en prenant les oliviers des voisins à côté. Et je suis devenu agriculteur comme ça, petit à petit. Et j'ai construit ma culture agricole dans des livres, dans des bouquins, sur YouTube. J'ai appris par moi-même, quoi. Donc, même la construction, voilà, j'ai appris à apprendre de façon différente, et sans trop d'argent, quoi. Et ce qui m'a permis aussi de lutter par la suite. C'est qu'en 2016, quand il y a une crise ce qu'on appelle la crise des migrants, qui est arrivée là en 2016, ce qui m'a permis de lutter et de pouvoir garder une indépendance, c'est mon mode de vie. C'est que donc pas de crédit, pas de loyer, pas une vie axée sur le travail, mais plutôt sur l'activité. Et la différence, je trouve que c'est ce qu'on en fait, en fait, de son temps, en fait, de travail, quoi. Et bah voilà, donc j'ai pu accueillir beaucoup de monde ici. Et ça, tout à l'heure, tu me disais que ça t'avait inspiré, et qu'on a travaillé ça, on était dans une bulle, et on n'avait pas conscience de l'écho que ça avait au niveau national, même international. On n'avait pas du tout conscience à ça. Et même tout ce qui était médiatisation, etc., je le faisais parce que je sentais qu'il fallait le faire. Enfin, c'était pas... Enfin, moi, je vis ma vie beaucoup avec le feeling, en fait. Je fais confiance en mes idées. Bon, des fois, je me trompe, même souvent. Mais ça, c'est le train qui va de Nice à Breil-sur-Roya. Bah, justement, les tunnels par où passaient aussi toutes les personnes en migration, quoi. Et voilà, je pense qu'on a fait ça avec beaucoup d'intuition, quoi. On s'est laissé embarquer, quoi. C'est une terre un peu rustre ici, un peu dure. Bah, c'est dur, ouais.
pour ça que ce projet Emmaüs Roya, c'est un défi. C'est un défi parce que vivre de l'agriculture, déjà dans les Alpes-Maritimes, c'est super compliqué, parce que c'est un département très compliqué en termes de politique. Et dans la baie de la Roya, c'est un terrain très raide, quoi. Tu vois, là, on a l'impression d'être à 1000 mètres d'altitude alors qu'on est à 300, quoi. Et tu vois, en face de nous, tu vois pas trop le ciel, quoi, parce que tu es entouré de montagnes, quoi. Une espèce de gros saladier, là, tu vois. Et ouais, c'est dur de travailler, mais après, tu es obligé de. C'est pour ça que la paysannerie, quoi. Et parce que tu es obligé de faire des polycultures, de te diversifier un maximum, parce que si tu sais qu'il y a une activité qui merde, tu peux te rattraper sur l'autre. Et ouais, mais c'est des terrains difficiles, mais après, ça forme aussi le mental, quoi. C'est que tu commences à ressembler à l'endroit où tu vis. Donc, du coup, pour ça, ce qui est assez fou, c'est que le préfet des Alpes-Maritimes avait l'air surpris de comment parce que les gens de la Roya, c'est un peu des têtes brûlées, quoi. C'est un peu des têtes dures. Et comment ils se retrouvaient face à un mur. Mais parce qu'il y a des murs partout. Enfin, des murs, c'est des murs, c'est la montagne, quoi. Et nous, on finit par lui ressembler, quoi. Et on devient aussi dur que ça. Et se poser la question de comment ça se fait que les gens aient réagi comme ça face à l'État, en fait, la gestion de l'État par la migration, c'est juste une logique, c'est qu'ils n'ont pas bien regardé qui on était et où on vivait. Donc forcément, un paysan dans la vallée de la Roya, forcément, c'est une tête dure, quoi. C'est parce que sinon, tu fais pas ce métier. Enfin, sinon, tu tiens pas. Ça a été dur, mais sans regret, quoi. Du coup, à partir de 2016, tu as commencé à accueillir du monde ici. Ça s'est passé comment 2016, ouais, j'ai commencé à accompagner. Comment ça s'est passé? Au début, j'avais pas trop envie de faire ça, mais pas du tout même. Parce que moi, j'aime bien la solitude, j'ai besoin de me retrouver seul. Et après, j'aime beaucoup les gens aussi, mais j'aime bien, ouais, j'aime bien être seul aussi, j'aime bien les deux, quoi. Et c'était Roya Citoyenne qui m'a demandé, Suzel, qui m'a dit Cédric, je peux pas accueillir des gens, j'ai pas du tout envie, vraiment pas. J'étais plus moi dans l'organisation, j'étais engagé sur le point de vue politique, mais c'était plus sur de l'organisation, de se servir de la fête et pour mélanger des idées, mélanger des publics, en fait. Donc vu que je suis agriculteur, on organisait des marchés paysans et on mélangeait marchés, concerts, théâtre, etc. Ici dans la baie de la Roya. Et c'était ma façon de faire de la politique à moi, quoi. Et quand Roya Citoyenne m'a demandé d'ouvrir les portes, j'ai dit non. Et ça s'est fait un peu par la rencontre, quoi. En fait, mon action, quoi, c'est qu'en rentrant de mes livraisons à Nice, mes livraisons du jeudi, en remontant la route de la vallée de la Roya, donc c'est une route alpine, sinueuse, pas trottoir, pas éclairé, avec un précipice sur la droite qui se jette dans le fleuve la Roya et au-dessus les montagnes, donc c'est assez sinueux et dangereux. Et je croise une famille, en fait, je donne un coup de volant, j'ai failli écraser une famille, en fait. Et je fais demi-tour et ils me disent qu'ils veulent aller en gare de Breil, il n'y a pas de train. Je dis bon, viens à la maison. Et ils viennent à la maison, donc c'est des gens qui viennent du Soudan, donc qui sont sans papier administratif, quoi. Et je les emmène au train le lendemain, à la gare de Breil, ils se font choper par les flics plus loin, et le mec m'appelle, enfin le papa m'appelle, et je dis j'arrive, ils étaient à Vintimille dans l'église Sant'Antonio. Sant'Antonio, c'est une église qu'un prêtre a ouvert, et en fait il a ouvert son église aux personnes qui dans les plus, voilà, qui étaient vulnérables, donc les familles, les femmes, les enfants, tout ça. Et je vois un peu l'atmosphère de cette église qui a ouvert ses portes, et ces locaux où ils ont mis des lits superposés, ces familles qui sont là à essayer de vivre dans l'intimité familiale malgré tous les 150 personnes présentes à dormir dans ces lits superposés. Et je prends conscience de ce que ça veut dire la gestion politique française de la migration. Et j'ai un peu honte. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, nous on est dans une vallée franco-italienne. C'est la vallée de la Roya, c'est le haut est français. Tu descends, t'arrives en Italie. Et je me sens pas bien parce que les Italiens, c'est des voisins, c'est des amis. Et tu te dis, putain, à cause de mon pays, pourtant je suis pas du tout chauvin, je suis pas du tout patriote, je suis pas du tout. Mais quand tu habites dans un endroit, tu te dois de le représenter. C'est ça aussi la démocratie représentative. C'est pas un choix, en fait, c'est un devoir de représenter l'endroit où tu vis. Que ce soit ton pays, que ce soit ta vallée, que ce soit ton quartier, que ce soit ta rue. Enfin, tu as une responsabilité, quoi. Et là, du coup, je me sens un peu responsable de tout ça, de cette gestion.
Et sans trop réfléchir, je dis à la famille, bah viens et tout, et puis je la ramène ici, et puis je la fais passer dans de meilleures conditions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage de frontière entre Vintimille et Breil-sur-Roya était très facile, c'est qu'il n'y avait pas de flics. Tu vois, on est à 20 minutes de route, hein, de Vintimille, donc de l'Italie. Et ce qui est compliqué, c'est de sortir de la vallée de la Roya. En fait, pour Paris, donc pour l'État, la vallée de la Roya, c'était plus la France, c'était une zone frontière. Et ce qui était compliqué, c'était de faire Breil-sur-Roya, Nice. Et du coup, là, il y avait des détournements de contrôle policier, etc. Et je commence à rentrer dans ce milieu-là, du militantisme, etc. Et je fais des allers-retours à l'église Sant'Antonio, et je n'arrive plus à m'arrêter. Ça devient presque maladif. Un mélange d'adrénaline, de sensations de responsabilité. Puis j'ai commencé à être connu comme le loup blanc, quoi, à Vintimille, quoi. Et tous les gamines voulaient que je les prenne en charge, que je les monte à la maison, que je les aide à passer jusqu'en Allemagne, en Suisse, etc. Donc je fais des allers-retours assez réguliers. Et après, il y a Lucille qui vient. Lucille, c'est une jeune femme qui est bénévole pendant 1 an ici, et qui, elle, s'occupe d'accueillir les femmes que je prends en charge à Vintimille. Et après, ça devient maladif, j'ai presque envie de dire. C'est que je descends à Vintimille, je me dis, la prochaine famille, c'est elle. Moi, j'ai peur que ces familles ou ces gamins prennent des risques au passage de frontière. On commence à avoir des morts à la frontière, on commence à avoir beaucoup de blessés. Et surtout, à un moment, ce qui m'a vraiment déclenché et un peu rendu fou, je dirais, je crois que c'est de l'ordre de la folie, c'est des gamines qui étaient là, Cédric et tout, vas-y, aide-nous, nanana. Et j'ai dit, non, j'ai pas de place à la maison, t'attends 2-3 jours. Et ces gamines ont pris la route, et il y en a une qui est morte écrasée par un camion. Et là, tu te sens un peu responsable, tu te dis, putain. Et à partir de ce moment-là, je me dis, cette église, je vais la vider. Et donc, du coup, j'ai fait des allers-retours constamment. Donc, à une époque où je dormais plus beaucoup. Et ce qui était compliqué, comme je disais tout à l'heure, c'était de sortir les gens de la vallée de la Roya. Donc c'était de faire Breil-sur-Roya, Nice, Marseille, etc. Enfin, de sortir jusque des Alpes-Maritimes. Ce qui était compliqué, c'était de sortir des Alpes-Maritimes. Et après, on s'est fait encore plus déborder, c'est quand ces gamins-là se passent le mot et commencent à monter tout seuls à pied de Vintimille jusqu'ici. Donc il y a 7 heures de marche. Et donc en fait, il y a tous les gosses de cette église, c'est les familles qui marchent et qui veulent arriver ici. Donc au début ici c'était prévu pour 7 personnes. Après on s'est dit on va monter à 14. Après on finit, on est à 20, 25, 30. Après on est 40. On est 80. À 80 ça commence à être compliqué. Et on commence à se dire il faut faire quelque chose. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que petit à petit, au début je connaissais rien en droit des étrangers, etc. Et je comprends que l'État se met dans l'illégalité. Au début, je pensais que moi, j'étais dans l'illégalité. Et je me suis dit, tiens, c'est une loi injuste. Je trouve, pour moi, elle est injuste, donc je ne vais pas la respecter. Et je vais la bafouer, et je vais faire des choses qui sont illégales, et consciemment, et voilà. Et même en le revendiquant. Et après, je comprends que l'État est beaucoup plus dans l'illégalité que moi, et que si je me mets dans l'illégalité, c'est qu'il y a une mauvaise gestion étatique, et surtout, c'est qu'il y a un bafouement de la loi de la part du préfet, donc de l'État. Et je me suis dit, pour arrêter tout ça, parce que le but, je pense, que des actions humanitaires, quand les actions humanitaires deviennent politiques, c'est que quand tu as envie que tes actions humanitaires cessent. Et c'est pour ça qu'on transforme une action humanitaire en action politique, c'est qu'on ne prend pas de plaisir forcément à faire ces actions humanitaires, et que le but, c'est d'arrêter de faire ça pour trouver une solution globale à cette problématique, quoi. Et du coup, on comprend que les mineurs isolés doivent être pris en charge et non pas retourner en Italie, la demande d'asile, Convention de Genève, enfin tout ça, quoi. Et on se dit, putain, mais il y a une action à faire, et ce qu'il faut, c'est que si on veut lutter et gagner, c'est combattre l'État sur ses propres règles. Et donc c'est le droit, et on va utiliser les règles de l'État pour les retourner contre lui, quoi. Et là, ça ne plaît pas trop à l'État. Il y a ce qui a vraiment déclenché le rouleau compresseur qui est l'État qui veut nous écraser. C'est un article du New York Times, et une première page dans le New York Times qui est assez critique sur la gestion de l'immigration par la France. Et ça énerve beaucoup. Et du coup, là, on commence à être vraiment harcelé par les flics
par la justice. Et c'est à ce moment-là où je commence vraiment à faire garde à vue sur garde à vue sur garde à vue sur garde à vue. Et voilà. Et ça, ouais. Et ça, c'est une autre phase aussi qui a été fatigante et compliquée, et puis en même temps belle aussi, quoi. Parce que du coup, tu as été mis en justice et ça allait loin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on se retrouve, on est débordés, et on a 80 personnes, et avec Lucille, dont je te parlais tout à l'heure, la bénévole qui est restée 1 an, on se dit il faut faire quelque chose, il faut faire une action politique, enfin parce que j'ai l'impression que les gens s'habituaient à ça, que chez moi ça accueillait, qu'après on faisait passer, puis clairement l'État nous laissait un peu faire aussi, enfin c'est un peu bizarre, quoi. On se dit il faut que ça cesse, et il faut réveiller les gens, et du coup on ouvre un lieu, c'est un ancien bâtiment de la SNCF qui était abandonné depuis les années 93, donc 30 ans, ouais, 30 ans. Et on emmène tous les gens qui étaient ici, donc pas mal de Soudanais, d'Érythréens, donc des demandeurs d'asile, et des mineurs isolés. Et on squatte cet endroit, et on fait, c'est pas très punk comme revendication, mais c'est accès à la demande d'asile et la protection des mineurs isolés. Et ça fait quand même pas mal de bruit, d'écho sur les médias. Et il y a le procureur qui vient, il y a le préfet qui vient sur place, etc. Machin. Et on ne trouve pas vraiment d'entente. Et là, je finis encore avec une garde à vue. Et là, je suis poursuivi pour la 2e fois en procès. Ouais, je suis poursuivi pour aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Et là, à partir de là, un nouveau combat juridique. C'est ce procès première instance où j'ai une condamnation avec 3 000 € avec sursis. Après, en cours d'appel, c'est 8 mois de prison avec sursis. On fait appel, on va en cour de cassation. Et en cour de cassation, on dépose ce qu'on appelle une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. En fait, c'est quoi une QPC? C'est quand tu interroges le Conseil constitutionnel sur une loi et savoir si elle est constitutionnelle ou pas. Et tu poses une question. Et nous, la question qu'on a posée, c'est est-ce que ce qu'on appelle le délit de solidarité, l'aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière, quand il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, est-ce que d'interdire ça, ce qu'on appelle délit de solidarité, est-ce que ça ne met pas à défaut notre devise liberté, égalité, fraternité? Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que la liberté, donc la devise bien sûr était dans la Constitution, bien évidemment, mais la liberté et l'égalité étaient à valeur constitutionnelle. Ça veut dire que toute loi proposée par le Parlement, par des députés, etc., qui passaient après par les sénateurs et après le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel analyse la loi, savoir si ça ne touche pas aux valeurs constitutionnelles, donc, dont la liberté et l'égalité. Mais il n'y avait pas la fraternité qui était à valeur constitutionnelle. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc du coup, ils répondent oui, c'est vrai. Et donc du coup, ils mettent la fraternité à valeur constitutionnelle. Et du coup, la loi ne respecte plus voilà, notre devise, ce droit fondamental. Et le Conseil constitutionnel demande, en intégrant la fraternité dans la Constitution, demande aux législateurs de reformuler leur loi, et pour ne pas entraver la liberté de chacun à être fraternel. Et du coup, ils changent la loi, et je me retrouve être nouvellement jugé avec cette nouvelle loi qu'on a forcé à être créée, et j'ai été relaxé et par la suite. Donc du coup, le délit de solidarité a été complètement aboli à partir de ce moment-là. Et ce qu'il faut comprendre en fait avec le droit, souvent on parle de cette désobéissance civile, cette fameuse désobéissance civile qui pousse le ministère public à nous envoyer en procès. Le but, c'est pas forcément de faire changer la loi, c'est qu'il y ait une interprétation de la loi qui soit favorable à nos luttes. En fait, parce que le délit de solidarité, ça n'existe absolument pas. C'est un truc qui est complètement fantasmé par le ministère public. C'est que il faut savoir que ce délit-là, c'est Baladier qui l'avait mis en place pour lutter contre les personnes qui aidaient à faire passer des réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale, donc les Juifs. Et c'était une loi qui a été faite pour condamner les personnes qui aidaient les Juifs. Et après, Valls et Sarkozy ont dit ouais, c'est un peu too much de loi, c'est un peu crados. Donc du coup, ce qu'on va faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une immunité humanitaire, et ils ont dit toute personne qui aide sans contrepartie directe ou indirecte, donc direct on entend l'argent, etc. Indirect, ça va être le travail ou du service. La personne, si c'est dans un cadre humanitaire, ne peut pas être condamnée.
Et pour moi, ce qu'ils ont trouvé, c'est le fait où ma contrepartie, c'était une contrepartie militante. C'est un truc qui tient absolument pas la route sur un point de vue juridique, et contrepartie militante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas fait cette action dans un cadre humanitaire, j'ai fait ça dans un cadre politique. Et ce qui est dingue, c'est que tu as une démocratie, la République française, qui se permet de pouvoir, enfin de vouloir, pas pouvoir, mais parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais de vouloir condamner que des actions militantes. C'est quand même assez grave, parce qu'un militant, c'est quoi? C'est un contre-pouvoir. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le pouvoir et qui se positionne, qui dit moi là je suis pas d'accord, et qui se réunit en collectif ou en association et qui crée un mouvement militant. Mais un pouvoir qui ne respecte plus le contre-pouvoir, c'est plus une démocratie, parce que la démocratie, c'est ça, c'est le vivre ensemble entre des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Et c'est pas parce que moi je suis contre une action étatique que je suis pour écraser l'État. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et souvent le pouvoir prend le contre-pouvoir comme un ennemi à éliminer, alors que c'est un ennemi c'est même pas un ennemi en fait, c'est le respect de la démocratie. Et il manque de sagesse aussi dans le monde politique, quoi. C'est qu'on ne conçoit plus qu'il y ait des contre-pouvoirs, alors que c'est les fondamentaux de la démocratie, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il n'y avait pas besoin de mettre la fraternité à valeur constitutionnelle, il n'y avait pas besoin de changer la loi pour que le délit de solidarité n'existe pas. Parce qu'il n'a jamais existé en termes juridiques, jamais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la désobéissance civile pour apporter des améliorations dans le droit, c'est utile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi ne sert à rien s'il n'y a pas de rapport de force. Ce qui fait le changement, c'est le rapport de force. Parce que tu peux avoir ce que tu veux comme texte de loi, c'est toujours l'interprétation de la loi par les juges et par le ministère public qui vont faire. Et tu peux avoir toujours des interprétations de la loi qui soient défavorables à la pensée, à la genèse en fait de la construction de cette loi-là, quoi. Et c'est pour ça que le rapport de force, il est beaucoup plus important que le droit. Le droit, ça restera un outil. Et ce que j'ai dit au procureur de la République et au juge à mon dernier procès, quand ils m'ont relaxé. Et vous savez, là, on est là pour savoir si c'est légal ou illégal ce que j'ai fait. Et sachez quelque chose, que si jamais c'est illégal, ce sera sans regret, je continuerai à le faire. Donc sachez-le, quoi. Là, on est juste là. Moi, la condamnation, je n'en ai rien à foutre, très honnêtement. Et on est juste là pour savoir comment la justice se positionne face à l'action qu'on a pu mener. Et cette action qui est humanitaire et politique parce qu'on a envie de l'arrêter sur un point de vue humanitaire, parce qu'on trouve ça inconcevable de devoir faire ça, quoi. Oui, il y a la migration qui le fait aussi, quoi. Il y a des gens qui migrent non pas par nécessité physique ou je sais pas, par danger, quoi, mais c'est par volonté de découvrir le monde. Et je vois pas où est le problème en fait, mais pas du tout, quoi. Après, c'est que nous c'est pour ça qu'on a développé la demande d'asile, on a eu une migration, j'allais dire particulière, mais oui, particulière, ouais, c'est celle qui fuit un pays de peur de risquer sa vie, quoi. Donc, après, on accueille, nous, de façon inconditionnelle, donc on n'a pas de jugement. Enfin, nous, c'est pas des migrants qu'on accueille, enfin, c'est des individus qui sont là, et que ce soit n'importe qui, quoi. Enfin, tu vois, c'est même mon pire ennemi, si demain il est au bord de la route, qu'il a soif ou n'importe quoi, je l'aiderai, non pas parce que je le trouve bien ou pas bien, c'est juste par, morale, j'ai envie de dire, quoi. Ça me fait bizarre maintenant, je dois vieillir, en fait. Si tu m'avais dit ça il y a 20 ans, j'irais défendre une morale. Avant, je lui pissais dessus, la morale, mais je crois qu'elle est importante dans le vivre ensemble, cette base, tu vois, le truc de la base. Parce que je pense pas que mon action elle soit pro-migrante ou etc. Je crois que c'est juste un respect d'une morale de base, quoi. Un truc, savoir est-ce que c'est bien ou pas bien. C'est un peu comme les enfants, tu sais. Un enfant, tu expliques, tu dis, tu sais, même si t'aimes pas les chats, tu peux pas faire du mal au chat, tu vois. Le chien du voisin, même si il est pas beau, machin, tu dois pas lui taper dessus, tu vois. Ta sœur, t'as pas le droit de la taper non plus. Ou ces trucs un peu, ça il faut le redire un peu aux adultes, quoi. C'est que c'est pas parce que t'aimes pas les migrants, que machin, ce que tu veux, t'as le droit de les pas aimer, hein, c'est un droit, tu vois. T'as le droit de pas les aimer, mais leur faire du mal, c'est pas bien, quoi. Et il y a un minimum de décence à apporter sur les gestions politiques comme ça, quoi.
après sur la migration, l'humanité s'est construite sur la migration. Enfin, je veux dire, nous, les Européens, on a eu soif de voyage, de découverte, et on a beaucoup voyagé, quoi. Enfin, notre civilisation a beaucoup envahi des pays, a beaucoup servi de beaucoup de pays avec les colonies, quoi. Et à un moment, bon, on se doit d'accepter aussi que d'autres aient envie de faire ça aussi, parce que c'est légitime, c'est normal, c'est humain, l'humanité est basée là-dessus, en fait, sur le déplacement, sur la découverte, sur le partage. Ce qu'il faut comprendre, ce qui nous différencie de l'animal, c'est que tu vois, un être où on a créé des sociétés, des civilisations, et ce qui vraiment nous différencie de l'animal, c'est qu'un animal qui se casse une jambe est voué à mourir. Un humain qui se casse une jambe peut commencer à vivre. Et c'est à ce moment-là, dans la recherche de l'histoire, où on a découvert en fait, qu'il y a eu de l'évolution de par l'homme, quoi. C'est au moment où des hommes qui avaient des fractures ne sont pas morts de leurs fractures, mais sont morts d'autre chose. Ça veut dire en fait qu'il y a eu une aide apportée. Et c'est ce qui fait la grosse différence avec le monde animal, c'est que l'humain a la capacité d'aller guérir son semblable. Et de ne pas faire ça, en fait, c'est une preuve irréfutable, scientifique, tout ce que tu veux, qu'il y a une régression dans les sociétés. En fait. Si tu n'apportes pas ton soutien à la personne qui boite, c'est qu'il y a une régression. Forcément, il y a une régression, quoi. Et tu vois, même dans la guerre, il y a des règles, en fait, tu vois. Donc, il y a même du droit dans la guerre, en fait, quand tu fais la guerre, quoi. Donc là, de laisser souffrir des gens sur ton territoire, il y a quand même de l'ordre de l'indécence et de l'immoralité, et surtout un retour en arrière. Et c'est un comportement animal, en fait. C'est pas un comportement humain, quoi. C'est ma grand-mère qui était en Allemagne et qui a fui l'Allemagne nazie à la fin de la guerre. Donc elle était en procès c'est les nazis qui l'avaient porté en procès. Ils étaient 20 jeunes de son âge, et ils étaient en bande organisée pour du terrorisme, donc du sabotage, du passage de frontières, etc. Et elle a été en prison, elle a migré, elle a voyagé, plus dans un pays quasiment ennemi. En fait, pour une Allemande arrivée en France, c'est chaud, quoi, quand même. Et en fait, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Et puis, mais moi, mon accueil, il n'est pas basé par rapport à une compassion de la migration, des migrants eux-mêmes. C'est juste, pour moi, il est inconcevable de fermer les yeux quand en bas de chez toi, c'est la merde, quoi. Donc et là, c'est peut-être la propriété privée, en fait, qui nous a dévoyés, en fait, de la responsabilité dans l'espace public, quoi. C'est que son chez-soi, c'est pas que son balcon, c'est pas que son salon, c'est aussi ce qu'il y a dehors, en fait. C'est que c'est important de se sentir responsable de tout ça. Tu vois, tous les jeunes que je vous... Enfin, tous les jeunes, pas que les jeunes, hein, d'ailleurs, mais les gens vont plus voter, par exemple. Les gens n'ont plus du tout confiance en la politique. Je dis pourquoi pas, hein. Enfin, moi, j'essaye d'aller voter un maximum. Mais je dis pourquoi pas, c'est un truc qui se respecte. Mais au moins, tu compenses, quoi. Tu t'en bats les couilles de la politique, au moins tu t'engages dans une dynamique politique locale, dans ta rue, dans ton quartier. C'est un peu une obligation, quoi. Enfin, je trouve. Au moins de respect du travail qui a été fait de partout dans le monde pour l'accès à la démocratie, et sortir de l'oppression des plus forts contre les plus faibles. Et il y a, je crois, un devoir. Soit tu te dis, je me sens pas capable et je choisis un représentant politique qui me représente. Et si tu remets en question ce système démocratique, etc., tu te dois d'agir dans une dynamique politique. Après, faire de la politique, c'est pas, c'est tout simple, quoi. C'est de vivre en prenant conscience du monde qui t'entoure et des gens qui t'entourent. Et de comment tu animes et comment tu fais vivre ton territoire, quoi. Et ton territoire, ça peut être à différentes échelles, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être à l'échelle d'une rue ou d'un quartier ou d'une ville ou d'un département. Mais des fois, il y a des initiatives locales que tu peux faire dans ta rue, comme on a fait nous dans la vallée de la Roya. Parce que la Roya, c'est ça, hein, c'est une vallée avec une route, une rivière en bas, et c'est tout, quoi. C'est rien de si énorme que ça, quoi. Et ça peut avoir un écho au niveau national et international, et remettre en question. Et tu peux parler de choses assez grandes en faisant des petites choses, en fait.
Et ça, j'y crois beaucoup, quoi. Bah, souvent, la dernière fois, il y a un mec qui m'a dit: «Ah mais toi, Hérou, tu cherches toujours les problèmes et cetera». Je lui ai répondu: «C'est avec les petits problèmes qu'on trouve de grandes solutions». Et ça, j'y crois beaucoup, quoi. C'est que tu as un petit problème en bas de chez toi, bah, tu vas tenter de le régler et peut-être qu'on pourra trouver de grandes solutions plus générales, en résolvant et en trouvant des idées, pour, voilà, des idées sur le problème qu'on a en bas de chez soi. Mais qui peut dire maintenant ce qui va se passer, dans 50 ans, 30 ans, même 20 ans? Je crois que le monde n'a jamais été aussi incertain, aussi rapide que maintenant, quoi. Il suffit tellement peu, tu vois, on l'a vu avec le Covid, hein, pour, chambouler la vie des gens. Nous, on l'a vu, dans la Roya avec le Covid, avec la migration déjà, avec le Covid et la tempête Alex. Donc, tu vois? Après, est-ce qu'il faut espérer des tempêtes ou quelque chose, qui fasse réfléchir les gens? Je sais pas, mais, en tout cas, c'est quand même, il y a une nécessité de trouver des solutions et surtout de s'organiser en petits comités, pour trouver des réflexions, et du vivre ensemble, quoi. Enfin, moi, je crois pas aux grosses structures. C'est peut-être mon côté anard, hein, mais moi, je crois aux, aux petits comités et des gestions politiques locales. Et ouais, moi, je crois beaucoup en ça, quoi. Et c'est pour ça que souvent dans les associations, les collectifs, ouais, mais à quoi ça sert ce qu'on fait, machin, quel est le but, nanana, on tourne en rond. Mais, mais c'est important. C'est important d'organiser et d'organiser localement. Si demain il y a un problème ou quelque chose, on sera déjà organisé et savoir travailler en groupe, c'est pas évident. Moi, j'ai beaucoup de mal, hein, mais ça s'apprend et il y a une nécessité de le faire aussi. De l'apprentissage du travail du groupe, quoi. Apprendre à vivre ensemble, hein. Bah ouais, 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 parce qu'on sait plus. C'est très étonnant, quoi. Parce qu'on est dans une société où on veut à tout prix vivre à côté de gens et qu'on vit à côté des gens, on les supporte plus, quoi. C'est quand même dingue, quoi. C'est qu'avant, tu vois, dans l'agriculture, on a acheté par exemple, le bœuf, qu'on avait un bœuf pour labourer, etc. Il servait à tous les voisins, donc il y avait nécessité de travailler avec le voisin, donc on se rassemblait parce qu'il y avait nécessité de le faire. Et c'était basé sur du relationnel, et on devait rester, comment dire, coopérant, coopératif avec son voisin, quoi. Et maintenant, ça a changé, quoi. C'est que dans les immeubles, les gens ne se connaissent plus, les gens ne supportent plus leurs voisins. Il y a quand même. Tu vois, je me rappelle le discours ça n'a peut-être rien à voir, mais je crois que ça illustre bien notre civilisation, quoi. C'est quand Macron disait nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, à l'époque du Covid, quoi. Enfin, moi, des gens qui ont vécu la guerre, j'en ai eu à la maison. Je sais pas ce que c'est que la guerre, mais je sais ce que c'est que les gens qui ont vécu la guerre. Et la guerre, c'est pas de rester en famille ou rester chez soi et arrêter le travail, hein. Et c'est pas ça la guerre, hein. Et tu vois quand même une société qui a ultra mal vécu le fait d'être chez soi et d'être en famille. Je dis, il y a quand même un souci et un problème, quoi. Tu vois, moi je dis pas que la solution c'est la famille, hein, tu vois, moi j'ai décidé de pas faire de gamin, donc moi je sais que ça me convient pas du tout, et ça a été un choix, quoi. Mais à un moment il faut faire les bons choix dans la vie, quoi. Et du coup on se voit avec la frustration qu'ont beaucoup de gens, que ça a été des choix par défaut et peut-être de la peur aussi de faire les bons choix, quoi. Et, et je pense aussi que la révolution, ça sera ça, c'est aussi se refaire confiance et apprendre à rêver un peu et vivre ses rêves. Et de dire ça, tu vois, je pense qu'il y a plein qui vont se marrer, ils disent ouais, quand même. Pour jouer de la politique, il faut être pragmatique. Et même j'ai eu des politiques qui m'ont dit ouais, mais Héroux, toi, t'es un utopiste et tout, mais on peut pas faire de la politique avec l'utopie, quoi. Et je dis mais c'est tout à fait le contraire, en fait. C'est la politique sans utopie, c'est pas de la politique. C'est si tu te permets pas de rêver un minimum dans la politique, arrête la politique, quoi. Parce qu'on a besoin de rêve et l'humanité a besoin de rêve. En fait, l'humain, c'est un mammifère qui adore kiffer, quoi. Trop bien. Ouais. Bah, je te remercie Merci à toi. pour ce moment. Merci à toi. Et bon tour. Mm. Yes.